Je voudrais laisser la parole maintenant à Aurélien Trout, donc directeur de l'Engineering and Innovation chez Eiffage Métal. Et là, vous allez nous parler du BIM et son usage dans la transition numérique et géométrique. Bon, bonjour à tous. Je vais me présenter rapidement. Donc Aurélien Truth, effectivement, je suis à la tête là, de l'équipe ingénierie et innovation chez Eiffage Métal. J'ai un passé dans un bureau d'études chez RFR, donc un bureau d'études effectivement très sensible à l'architecture également, et qui était soucieux de concrétiser les concepts en réalité. Et dans une entreprise telle qu'Eiffage Métal, tout simplement, il y a plusieurs activités, dont celle des ouvrages spéciaux, et nous travaillons également auprès des architectes et des bureaux d'études à la concrétisation des projets. Alors, un des premiers sujets, la question était de réfléchir à présenter l'ensemble ou un certain nombre d'outils que nous pouvons utiliser, outils numériques, en vue d'améliorer la performance et d'accompagner en fait les évolutions actuelles sur les projets. Alors, il y a un premier exemple, c'est celui de la rationalisation d'une géométrie. C'est un projet I2TC, projet de recherche qui consistait avec la RATP, avec POMA, avec Eiffage Métal et aussi avec un architecte, Outsign, à développer le transport par câble dans les milieux urbains. Alors, les téléphériques, on a tous l'habitude de les voir, beaucoup d'entre nous ont l'habitude de les voir en montagne. Ce n'est pas forcément le sujet le plus évident dans un contexte urbain, et il y a eu tout ce travail de recherche qui a été développé sur plusieurs années. Le principe de la géométrie, le principe sur lequel on a travaillé, c'était à partir des pylônes qui avaient été développés, que vous voyez ici, de travailler sur celui du pylône courant, parce qu'il y avait un sujet, tout simplement la forme générée lors du concept par l'architecte, en fait, représentait en fait une surface dite gauche. Si vous regardez en partie basse, on a des éléments planaires, et en fait, il faut accompagner une courbure vers la droite, et qui de fait que la surface est non développable. Et cela au niveau du concept, au niveau de l'idée initiale, peut apparaître mineur, mais en réalité, il se trouve que par exemple, pour des sujets tels que l'acier, il peut être assez difficile en fait d'arriver à construire de tels objets sans un coût assez conséquent. Et le principe est au niveau de la fabrication de voir comment optimiser cette fabrication. Donc là, on avait besoin d'optimiser la partie haute, et donc à partir des courbes, on arrivait à extraire le passage en fait du gabarit de type rectangulaire sur cette courbe moyenne, et pour la rendre développable, il y a besoin en fait de l'assimiler à une série de courbes de rayons, avec un rayon d'éléments droits. Et comme vous pouvez le voir, il y avait besoin d'assurer, en fait, avec toutes les contraintes qu'on trouve sur la droite, dans le modèle de l'entreprise, il y avait besoin, bien évidemment, de se rapprocher au plus près du modèle défini par l'architecte. L'outil qui a été utilisé, c'est GenoFitness, un plugin qui se trouve sur Grasshopper, qui permettait, en fait, par des approches de type numérique, donc des recherches de solutions locales numériques qui permettent d'améliorer un des paramètres et de définir au final ce qui permettait de répondre à deux critères qui étaient l'un de se rapprocher au plus près de la géométrie définie par l'architecte, et deuxièmement aussi de s'assurer en fait que vous avez vu il y a des transitions au niveau des courbes, on passe de certains, on change de rayon, etc. Et il faut s'assurer que les tangentes sont les plus communes possibles. Donc les données à minimiser, je répète, c'était cette distance entre la courbe architecte et la courbe de la société, et les différences d'angle entre les tangentes, notamment entre l'arc CD et l'arc DE, avec toute une série de paramètres. Donc cet outil a été utilisé et a permis en fait d'approcher, là vous voyez en fait la recherche avec le modèle, a permis en fait de définir la solution optimale, et ça, de toute façon, sans cet outil numérique, on aurait été bien en peine d'y arriver. Vous voyez le déroulé. Et on est arrivé donc à cette solution-là qui a convenu à l'architecte et aux partenaires.
On va parler d'un autre projet, là cette fois-ci c'est un autre sujet très concret qui est un sujet que j'appellerais le projet X parce que j'ai entendu que c'était un projet confidentiel. Donc je n'ai pas le droit de donner le nom du client. Par contre je veux quand même citer l'architecte, c'était l'agence Moitié-Rivière et puis il y avait des anciens collègues de RFR dont Alex Bipout que je vois dans la salle. Nous travaillons en tant qu'entreprise à rationaliser un petit peu la forme qui avait été très brièvement définie au préalable, mais en même temps à s'assurer aussi de la faisabilité, de la constructibilité de l'ensemble et de passer par un outil qui permettait donc d'allier des évolutions à venir potentielles entre la géométrie de cette forme et le calcul en fait à la fois des barres, des panneaux, qui étaient des panneaux double courbure et qui en même temps avaient deux risques. Le premier, c'était premièrement d'être davantage gauchy. Et deuxième risque, c'était en fait du fait des déformations entre les différentes barres, de risquer le déchaussement. Donc il y avait besoin de se réapproprier toute la géométrie qui avait été définie par l'équipe de conception et après de voir comment réimplanter l'ensemble des données vers le modèle de calcul. Donc c'est là qu'on voit un des exemples très concrets entre les éléments issus d'un modèle géométrique et comment les transplanter sans douleur dans un logiciel de calcul. Alors, il se trouve que les logiciels de calcul, en général, ils ont chacun leur façon de fonctionner et il y a besoin donc de passerelles. Et là, on a donc repris l'ensemble de la géométrie sur lesquelles on n'a trouvé aucune erreur, et en même temps, de l'autre côté, faire en sorte de générer non seulement la numérotation automatique, l'orientation correcte des barres, tout ce qui concerne les liaisons. Alors, vous allez me dire, bon, tout ça, c'est des sujets typiquement d'ingénieurs, mais il se trouve bien qu'à la fin, nous, ce qu'on veut, avant toute chose, c'est qu'à la fin, ça soit constructible. Toute la géométrie, avec les éléments qui ont pu évoluer au cours des étapes, donc des dernières étapes qui incluent notamment cette mission ITEXE, ont été prises en compte. On a regardé l'ensemble des différents types de liaisons qui pouvaient se faire. Avec Grasshopper, on travaillait sur les paramètres. On pouvait les faire varier les uns après les autres. Et de cette manière-là, faire en sorte que dans le modèle de calcul, en fait, il n'y ait plus rien à faire qu'à juste appuyer pour que le calcul et les déformations apparaissent. Donc, ça, c'est un sujet qui, pour finir, après, n'a pas été poursuivi, mais clairement, sur cet exemple-là, vous voyez l'interface directe qui est mise au point. On voit d'ailleurs ici un des nœuds centrales au niveau des panneaux, un nœud central sur lequel il y avait une hésitation. Est-ce qu'on en fait une liaison rigide? Est-ce qu'on en fait une liaison articulée? Et clairement, il suffisait, à partir d'un modèle de type Grasshopper, de changer le type de liaison, et en fait, tout se modifier directement dans le modèle de calcul. Et donc là, par exemple, selon les risques liés au gauchissement ou selon les risques liés au déchaussement, on voyait que, par exemple, dans cette version-là, on voyait qu'il y avait ces zones-là sur lesquelles il y avait un problème à résoudre. Donc c'est partir d'Excel pour arriver après à un modèle 3D Rhino avec en même temps Grasshopper, avec les possibilités de paramétrisation pour insertion directement dans un logiciel de calcul. Un autre exemple, pour des projets là, que je peux citer, le projet de la Fondation Luma, avec Guéry, c'est un exemple similaire, mais cette fois-ci non pas avec des barres, mais avec des coques. Donc là, on partait avec l'outil Digital Project et on devait réinsérer l'ensemble des calculs dans un logiciel américain, SAP 2000. Pour être très clair, il y avait une cinquantaine de coques. Faire ça à la main, c'était quasiment impossible. Hein. Donc là, on voyait ici les raidisseurs horizontaux de l'ensemble des coques qui assuraient le lien avec la peau extérieure. Et il se trouve qu'un peu plus loin, on voyait ici les raidisseurs verticaux qui servaient non seulement à jointoyer les différentes coques les unes entre les autres et en même temps à assurer la question de l'étanchéité. Tous ces éléments-là venaient de Digital Project, étaient réinsérés dans Rhino avec en même temps sur Grasshopper toute une série d'opérations qui consistaient non seulement à numéroter l'ensemble des surfaces, l'ensemble des barres, l'ensemble des points, à définir tout ce qui était conditions,
d'appui, raideur, etc., à définir tous les cas de charge. Et à partir donc de données issues carrément d'un tableau de type Excel. Et toutes ces données-là étaient réincorporées automatiquement via un plugin Geometry Gym dans le logiciel SAP 2000. Le temps d'export, vu la complexité du projet, était assez conséquent. Selon les cas de figure, on arrivait en 10 minutes, voire 40 minutes à insérer les données directement dans le modèle. Mais après, directement, il y avait une cohérence absolue entre la géométrie qui était évolutive, qui bougeait, et le modèle qui était utilisé pour les calculs avec SAP 2000. Donc ça, on a vu l'exemple de la géométrie, on a vu l'exemple de la calcul, et là, en fait, on va partir d'un autre exemple, cette fois-ci de fabrication, donc une problématique typique dans une entreprise de construction métallique. Cet ouvrage comportait une dizaine, 11 canopies, qu'on peut voir ici sur la droite, avec moult panneaux triangulaires qui étaient les uns perforés, les autres pas, avec des perforations aussi variables, et sachant que chaque triangle était quasiment unique. La géométrie avait été fournie où les coordonnées géométriques des triangles avaient été fournies sur Excel. On nous avait fait la gratification aussi d'une modélisation sur Revit. Et bien évidemment, toute la question consistait à voir comment générer toute une série de plans, donner toutes les indications pour permettre la fabrication, vu le fait qu'il y avait 1400 x 11, c'est-à-dire à peu près 15 000 panneaux triangulaires à générer. Donc là, vous voyez, si on revient en arrière, là, on voit les coordonnées qui étaient fournies, X, Y, Z, selon les trois sommets d'un triangle, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, Y3, Z3. Par contre, ce qu'on n'avait pas, c'est au niveau des triangles, on n'avait pas les inclinaisons par rapport aux côtés adjacents, par rapport aux triangles qui se trouvaient sur les côtés adjacents. Donc, il se trouve qu'à partir des coordonnées assez vite, en fait, en passant justement encore une fois par Grasshopper, on a pu déterminer tous les angles, que ce soit des angles sortants, des angles rentrants. À partir de là, on voyait ici la génération de l'ensemble des triangles à plat, avec des angles, comme vous voyez, tous, alors, plus ou moins équilatéraux, mais pas tous, clairement pas. Il y avait en plus une information supplémentaire à prévoir dans la fabrication, c'était la règle concernant la perforation. Alors, si vous regardez la perforation, il y avait une règle initiale qui était qu'en gros, on prenait la dimension la plus importante, on la divisait par, je crois, c'était 52, et puis ça donnait le pas au niveau de la perforation. On s'est vite rendu compte que ça générait des choses intéressantes sur les triangles qui étaient relativement proches des triangles équilatéraux, mais assez vite, c'était gênant pour les triangles tels que celui qu'on voit là, qui est un tout petit, avec une très grande hypoténuse. Donc on s'est rendu compte qu'on avait besoin, on préférait en fait générer un triangle quasi équilatéral qu'on appelait le Coast Triangle, qui permettait en fait de définir un pas de perforation intéressant. Et il y avait aussi toute la règle qui consistait à faire en sorte que bien évidemment les perforations n'allaient pas jusqu'au bord, donc il y avait une bande de 30 mm laissée libre de toute perforation, et toutes ces règles ont été définies sur Grasshopper. Ça permettait en fait d'avoir ce genre de données, avec la perforation, avec aussi les trumeaux qui servaient à relier les triangles entre eux et qui servaient de support au triangle, au panneau triangulaire. Vous voyez ici, on voit les sections C, B, il y a aussi la section A, qui dépendait de l'angle, selon que l'angle était sortant ou rentrant, ou très sortant. Toutes ces informations ont été directement générées via Grasshopper. Ça faisait 1300, oui j'avais dit 1400, ouais, 1300 plans par canopie, donc 14-15 000 plans généralement. Et vous voyez, le temps que ça a pris pour les générer, c'était 15 minutes. Donc 15 minutes fois 1300, pour 1300 plans, très bien. Et là, multiplié par 11, ça fait quoi? Ça fait aller de l'ordre de 3 heures, quoi. Quelque chose comme ça. Vous imaginez le temps que ça... Et sans risque d'erreur, une fois que tout est correctement paramétré. Bien évidemment, si on paramètre mal, tout est faux. Ça, je pense que tout le monde l'a compris.
Et ça permettait de générer des plans de ce type-là, avec les 3 détails qu'on voit sur la droite, selon le type d'angle, et avec les indications selon les coupes, selon le détail A, B ou C, et avec toutes les cotes données pour les emplacements où le trumeau est éclipsé sur le triangle, et avec en même temps les données de perforation. Élément supplémentaire qui n'apparaît pas là, c'est qu'il y avait bien évidemment, vu les dimensions des triangles, il y avait beaucoup de risques au niveau du montage de faire en sorte qu'il y ait une inversion ou une erreur de positionnement. Et donc pour éviter ça, en fait, il y avait un côté qui était donné en lien avec la maquette numérique qui indiquait où se trouvait un côté donné repéré par une petite croix et qui permettait donc de faire en sorte qu'au niveau du montage, il n'y ait pas d'erreur. Ce modèle, alors on parle du modèle BIM LOD 450, alors normalement ça n'existe pas, mais il se trouve qu'en Arabie Saoudite ça a été décrit. Bon, on va dire que c'est plutôt de niveau 400, enfin, ou 500, vous aviez en fait l'ensemble des données. Hein. Il y avait les joints, il y avait toutes les vis, tous les éléments liés permettant en fait la fabrication. Et surtout le montage derrière. Un dernier exemple, c'est un lien avec la maintenance. Il se trouve que nous avons, en travaillant sur la fondation Louis Vuitton, eu un grand contrat de maintenance dans le département ouvrages spéciaux, simplement parce que l'ouvrage est complexe et qu'il y a un certain nombre d'obligations de la part du maître d'ouvrage et que, vu la complexité du sujet, il a été fait appel, on nous a appelés pour travailler notamment sur les voiles. Ces expériences, comme vous l'imaginez, il y a 11 voiles, mais les géométries de ces ouvrages sont assez complexes. Le nombre de connexions, le nombre de points de contrôle est assez conséquent. Et vous imaginez bien, on peut commencer avec un calepin, puis après, assez vite, ça commence à devenir extrêmement chronophage et difficile à s'assurer en fait que la donnée est accessible et en même temps qu'il y a une forme de traçabilité. Il se trouve qu'en faisant des campagnes l'année suivante, il faut encore retrouver la donnée initiale pour pouvoir la comparer avec ce qui a été repéré l'année précédente. Et partie de cette expérience-là, en fait, en travaillant sur un autre projet, le projet de la Tour Saint-Gobain, on s'est dit autant tirer parti du REX, du retour d'expérience sur ce contrat de maintenance, et développer en fait un outil qui permet non seulement en fait d'intégrer les observations, mais directement dans la maquette numérique. Donc le principe était d'avoir une maquette numérique accessible offline sur un smartphone ou sur une petite tablette, de faire en sorte que les opérateurs qui n'ont pas été partie prenante dans la conception, qui n'ont pas été forcément présents dans la construction, voient en surbrillance l'ensemble des éléments qu'ils doivent contrôler. Dès lors, ils cliquent sur l'élément. De fait, il y a les formulaires qui se génèrent et qui permettent de lister les points à contrôler, que ce soit par exemple l'écartement des verres, que ce soit le serrage des boulons ou toute observation nécessaire de ce type-là, et qui puisse se faire donc directement sur place ou en étant descendu au sol. Ce sont des cordistes qui l'ont utilisé. Ça a duré 5-6 semaines, et en 5-6 semaines, on est arrivé à faire les contrôles de différents ouvrages, dont la peau extérieure en VEA, qui se trouve donc en haut de la tour Saint-Gobain et qui correspond au rhomboèdre qui avait été défini par l'architecte et son équipe initialement. Et tous ces types de contrôles ont été effectués, que ce soit l'ossature, la peinture ou les vitrages. Et de fait, bon, il y a tous ces éléments liés au VEA, l'araignée, etc. Et en fait, l'ensemble des formulaires ont été au final saisis sur place. Tout était accessible via une maquette BIM. Les rapports d'intervention, en fait, en étant saisis directement sur place via un formulaire, ils se généraient automatiquement. Et dès lors qu'il y avait de nouveau la connexion, donc en fin de journée, la connexion, en fait, non seulement le conducteur travaux avait l'ensemble des données, mais en même temps, les informations étaient transmises également simultanément au client. Donc il y a eu de cette manière, en 5-6 semaines, 10 000 rapports qui ont été édités sous cette forme-là. Voilà, je vous remercie de votre attention.